L'alt season, c'est un mot qu'on entend un peu partout, et si certains attendent un bull run avec une hausse des crypto-monnaies, certains s'attendent à mieux que ça encore, l'alt season, c'est-à-dire le moment où ce n'est pas simplement Bitcoin et Ether qui prennent des profits et qui prennent de la valeur, mais bel et bien toutes les plus petites crypto-monnaies du marché. Et comme ce sont des beaucoup plus petites crypto-monnaies, elles sont bien plus volatiles, et bien que ce soit très risqué, elles peuvent faire de beaucoup plus gros multiples. Dans ma précédente vidéo, je vous parle du fait que d'un point de vue macroéconomique, il y a plusieurs signaux qui montrent qu'on aura moins de pression négative, moins de pression vendeuse sur Bitcoin, et donc peut-être que le pire est derrière nous. Beaucoup d'entre vous me demandent alors, est-ce qu'il y aura une alt season? Est-ce que ça va arriver à peu près comme d'habitude, c'est-à-dire après une hausse fulgurante de Bitcoin et Ether? Quand est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle sera différente de celle qu'on a connue en 2021? Bref, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Mais pour le coup, cette vidéo va être bien différente de celle que je fais d'habitude. Premièrement, parce que je vous le rappelle, je ne vois pas l'avenir, je serais probablement pas en train de vous faire une vidéo si je connaissais les chiffres du loto et le prix du Bitcoin dans 12 mois exactement, et surtout, parce que je vais nuancer mon propos. En fait, j'ai composé le script de cette vidéo avec deux personnes qui n'ont pas vraiment le même avis. Une personne qui est certain que l'alt season arrive et qui regarde des métriques qui lui laissent sous-entendre que c'est bientôt le cas, et une autre beaucoup plus pessimiste qui, au contraire, regarde d'autres métriques et ne se positionne pas sur les altcoins parce qu'elle pense que non, on n'est pas prêt d'avoir une alt season. Dans cette vidéo, je vais confronter ces deux points de vue. Un premier point plutôt bullish, avec des choses intéressantes à suivre qui laissent entendre qu'il va y avoir cette fameuse alt season. Un point pour vous expliquer la différence entre 2021 et 2025, parce que pour le coup, ce sera deux situations complètement différentes. Et pour finir, un point plutôt pessimiste dans le sens où certains indicateurs, eux, sont encore à plat et ne montrent aucun signe d'agitation qui pourrait laisser penser que les petites crypto-monnaies vont s'envoler à la hausse. C'est Asher, on commence tout de suite et je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, juste avant de commencer, un tout petit peu de contexte. C'est quoi clairement une alt season? Alors oui, on a compris, c'est quand tous les coins alternatifs qui ne sont pas en gros Bitcoin prennent de la valeur, mais concrètement, ceux qui essayent de suivre ça avec une approche un peu plus cartésienne, un peu plus mathématique, à quel moment, mathématiquement, on dit qu'on est en alt season? Eh bien rien que là, c'est déjà très compliqué, parce qu'il y a des définitions qui vont de tout à rien sur Internet, il n'y a pas grand monde qui est d'accord, j'ai juste trouvé une ou deux formules plutôt sympas avec des sites Internet qui prenaient les performances passé et qui définissait des indicateurs. J'ai trouvé ça relativement intéressant. En gros, ce site internet part du fait que, en regardant le top 50 des crypto-monnaies, donc les 50 plus grosses, on part du fait qu'on est en alt season quand 75% d'entre elles ont surperformé Bitcoin sur 90 jours, c'est-à-dire ont eu une performance financière plus intéressante que Bitcoin lui-même. Alors que je vous parle, on est à 40%. On n'est clairement pas en alt season. Même s'il y a quelques points intéressants, comme par exemple le fait qu'il y a de ça un mois, on était à moins de 20%. Bref, si je vous parle de ça, c'est simplement pour vous expliquer comment est-ce qu'on essaye de le calculer, et surtout, la plupart des gens, quand ils parlent d'alt season, ils ont ce qu'on a vécu en 2021. Plusieurs mois d'affilée, où 90% des crypto-monnaies prenaient de la valeur. Il faut le comprendre parce que ça risque non seulement d'être différent, mais en plus de ça, c'était vraiment quelque chose de fou. Il y avait déjà eu des moments où toutes les crypto-monnaies prenaient de la valeur, le bull run, mais pour qu'on en vienne à définir une alt season et parler des plus petits coins et des plus petits market cap spécifiquement, la première fois que ce vocabulaire est réellement devenu commun, c'était bel et bien en 2021. Maintenant, regardons quelques indicateurs bullish. Bon, le premier indicateur bullish, c'est celui de ma précédente vidéo, c'est la situation macroéconomique qui est plus favorable aux actifs risqués. Je vais pas vous refaire tout le pitch, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo, mais globalement c'est favorable à Bitcoin et à Ether, qui sont des actifs risqués, et quand Bitcoin et Ether prennent de la valeur, ça ruisselle, il y a de la valeur qui rentre sur toutes les crypto-monnaies, et la plupart des coins, même plus petits, ont tendance à se valoriser. Bref, la Fed qui baisse ses taux d'intérêt directeurs, la Chine qui réinjecte de la liquidité sur les marchés, et encore l'élection présidentielle au mois de novembre qui peut donner un signal positif ou négatif aux cryptos. Le deuxième indicateur pour les altcoins, c'est plutôt la Bitcoin dominance. Alors, ce qu'on appelle la Bitcoin dominance, c'est la valorisation en pourcentage que Bitcoin représente si on la compare à la valeur de toutes les crypto-monnaies existantes. Alors je vous parle, la dominance de Bitcoin est de 58%, donc Bitcoin représente 58% de la valeur des crypto-monnaies existantes, et cette dominance ne fait qu'augmenter encore et encore depuis fin 2022. Depuis cela un peu moins d'un mois, ça commence à s'inverser et cette dominance recule légèrement. Rien ne dit qu'elle ne va pas repartir à la hausse, mais en tout cas, sur les 30 derniers jours, elle a vachement baissé et la tendance pourrait s'inverser en laissant ainsi de la liquidité sortir de Bitcoin et aller sur d'autres crypto-monnaies. Quoi qu'il arrive, je vous en parle parce que c'est un indicateur intéressant et historiquement, avant la alt season, Bitcoin rend de la dominance au marché. Il y a un point intéressant aussi, c'est que depuis qu'il y a eu un ETF sur Bitcoin et sur Ether, beaucoup d'altcoins essayent d'avoir un ETF. Je vous le rappelle, c'est un produit financier qui permet aux acteurs institutionnels de s'exposer plus facilement à certaines crypto-monnaies. Et donc, vu le succès que ça a eu sur Bitcoin et sur Ether, naturellement, plein d'autres altcoins se demandent
Qui sera le prochain? Qui sera le prochain à obtenir un ETF et à capter de la liquidité de la finance traditionnelle? Il y a donc encore plus de produits financiers qui sont lancés, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Ça crée une espèce de course pour les plus gros altcoins, pour le coup, qui espèrent être le prochain à obtenir un ETF enregistré aux États-Unis. Le quatrième point, c'est un point au niveau des rendements. Globalement, les investisseurs positionnés sur Bitcoin sont ceux qui ont le plus performé. Si vous aviez des altcoins dans votre portefeuille a moins performé qu'un portefeuille full Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est Bitcoin qui a offert l'une des meilleures performances depuis le début de l'année. Alors oui, il y a évidemment quelques crypto-monnaies qui ont fait mieux individuellement, mais je vous parle de l'ensemble du marché, de manière générale. Si Bitcoin ne s'apprécie plus aussi vite dans les prochains mois, les investisseurs pourraient être amenés à changer leur position, puisqu'aujourd'hui, ils n'avaient pas de raison de vendre leur Bitcoin. Ils n'avaient pas de raison de sortir de cette position, puisqu'ils étaient très bien et que c'est même lui qui offrait la meilleure performance. C'est intéressant quand on peut contraster et nuancer avec des tokens comme le Kaspa, qui sont arrivés et qui ont fait l'une des meilleures performances de l'année, BitTensor, qui marque des scores, ou encore des tokens comme Sui ou Aptos, qui sont arrivés sur le marché, qui se sont fait des grosses places et qui continuent à prendre de la progression. Voir quelques outsiders qui arrivent à s'apprécier aussi fort pourrait inviter les investisseurs positionnés sur Bitcoin à se repositionner et à s'ouvrir à un portefeuille un peu plus alternatif cette fois-ci. Le cinquième point, ce sont des indicateurs financiers. Je vais être franc avec vous, c'est pas mon domaine d'expertise et je suis même très sceptique quant à la valeur de certains indicateurs. Malgré tout, il y en a deux qui sont particulièrement suivis et qui, basés sur les altcoins, donnent les informations suivantes. Le RSI, qui est l'un des plus suivis d'ailleurs, qui signale un momentum bottom, comme si on était dans une zone de survente sur les altcoins. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir de cette zone tout de suite, mais en tout cas, elle pourrait très bien s'inverser. Ou encore le broadening wedge, qui nous dit qu'on est à la fin d'une période de faiblesse pour les altcoins. Encore une fois, ces indicateurs dépendent également du réglage temporel que vous allez faire, et c'est vraiment une lecture technique des cours des crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, on sait très bien que de nombreux investisseurs se basent sur ces différents signaux et vont faire de l'analyse technique afin d'avoir des points d'entrée et des points de sortie. À partir du moment où c'est un point de repère suivi par des professionnels de l'investissement, ça pourra accélérer ou au contraire confirmer certaines tendances qui, elles, feront rentrer des capitaux sur les marchés. Bref, je vous en parle pas plus, c'est pas mon domaine de compétence, et si Xavier Fenot était là, j'aurais pu vous donner une réponse bien plus précise quant à ces indicateurs techniques. Le cinquième point qui est intéressant, c'est un indicateur qui prouve qu'il y a une accumulation de stablecoins. Donc c'est pas simplement pour les coins alternatifs, c'est également pour Bitcoin et Ether, mais on voit qu'il y a toujours plus de stablecoins. C'est pas simplement de la liquidité qui est sortie du marché crypto, c'est de la liquidité qui est toujours dans le marché des cryptos, mais positionnée sur des actifs bien moins volatiles, en dollars ou en euros. Et donc des investisseurs qui sont positionnés et capables à tout moment de dégainer de la liquidité et de venir acheter ou vendre certains coins. Il y en a de plus en plus, la capitalisation des stablecoins augmente et on voit que les investisseurs, notamment les plus grosses whales, sont prêts à libérer de la liquidité. La dernière métrique, c'est une métrique de daily active user, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, jour après jour, utilisent la blockchain. Et pour le coup, elle est en hausse constante. On voit bien que l'adoption, le nombre de personnes qui connaissent, qui utilisent, qui découvrent, qui construisent sur la blockchain, ne fait qu'augmenter, et c'est d'ailleurs l'une des rares courbes qui n'a jamais baissé depuis la création des cryptos en 2008. On parle quand même d'une hausse de plus de 97% on-chain sur les derniers mois, même si, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'activités qui viennent que pour les mêmes coins, donc ça vient fausser un petit peu ces chiffres, en tout cas une partie de ces 97%. Bref, ces 6 premiers éléments peuvent laisser penser qu'il y a en effet une préparation de certains investisseurs et un alignement de conditions favorables à un potentiel altcoin. Maintenant, prenons quelques instants pour parler des différences qu'il y a aujourd'hui, en fin 2024-2025, avec 2021. La première grosse différence, et vous l'aurez vu venir, c'était justement ces ETF. En début d'année, il y a eu des ETF sur Bitcoin et sur Ether, ça a fait exploser leur valeur et tout le marché a suivi. Mais le marché n'a pas suivi longtemps. Le marché a suivi parce que cette nouvelle liquidité qui est rentrée sur Bitcoin et sur Ether a excité le marché. Ça a recréé de l'euphorie et tout le monde s'est jeté de nouveau sur le marché des cryptos. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que la finance traditionnelle ne drivait que Bitcoin et Ether à la hausse, pas tout ce marché. Et rapidement, les capitaux qui sont arrivés sur les altcoins sont repartis tout aussi vite. C'est d'ailleurs ce qui donne une forme aussi bizarre. Certains parlaient déjà d'un bull run, et c'est vrai que ça y ressemblait, mais ça a été très court, et c'était drivé principalement par cette annonce de BlackRock. Mais revenons dans notre situation aujourd'hui. Imaginons toujours qu'il y ait des cycles comme on les a connus dans le passé, et qu'on a de grandes chances d'avoir un bull run dans les 6 à 12 prochains mois. Faut se souvenir que c'est principalement donc Bitcoin et Ether qui prennent de la valeur en premier, et qu'une partie de cette liquidité finit par aller sur d'autres coins, d'autres blockchains, d'autres écosystèmes, et par valoriser des plus petits jetons. En l'occurrence, depuis qu'il y a les ETF, il y a une espèce de ségrégation entre les vrais fonds qu'on va déployer on-chain directement sur son wallet, qui nous permettent de sortir et de rentrer n'importe quelle crypto directement sur les exchanges par exemple, et ces fonds qui viennent de la finance plus traditionnelle et qui sont positionnés sur des ETF. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura peut-être un effet de ruissellement, peut-être qu'il y aura une valorisation de Bitcoin et d'Ether et ensuite de plus petites cryptos, mais une partie de cette liquidité, elle, qui a dû attendre les ETF pour pouvoir être positionnée et investie, ne pourra pas être redistribuée sur d'autres actifs qui n'ont pas d'ETF. Alors évidemment, il y a des sociétés comme Robinhood qui essayent de
rendre ça accessible et qui permettent par exemple aux particuliers américains d'acheter plein d'autres crypto-monnaies, mais ça va se faire à travers le temps et je pense que la liquidité aura un peu plus de mal à être ventilée sur tout le marché des cryptos. Le deuxième point, c'est le changement de ce marché. Le marché est beaucoup plus large qu'il y a quelques années. C'est de moins en moins une niche. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle des crypto-monnaies, beaucoup de gens en ont entendu parler maintenant. C'est quand même rare de découvrir le mot aujourd'hui, même si on ne s'y est pas intéressé. Et surtout, il y a beaucoup plus d'initiatives, de projets. C'est donc beaucoup plus compliqué d'avoir une situation similaire à celle qu'on a connue en 2021 ou encore en 2017. Parce qu'année après année, c'est beaucoup plus d'argent, c'est beaucoup plus de projets, c'est beaucoup plus d'initiatives, de concurrence. Faire en sorte que ce soit tout cet ensemble qui se valorise énormément est beaucoup plus complexe qu'à l'époque où l'écosystème était plus petit, où la liquidité et la demande pour la blockchain de manière générale étaient supérieure à la demande d'un projet en particulier. Et donc il suffisait d'être positionné sur cette technologie au bon endroit au bon moment avec un bon discours et notre projet allait exploser. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres, il y a beaucoup plus de projets qui vous demandent d'investir. Et donc naturellement, le choix étant plus compliqué, les investisseurs commencent à positionner leurs pions avec beaucoup plus de réflexion. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout comme Internet, la blockchain est une surcouche technologique. C'est-à-dire qu'il y a des projets blockchain qui sont dans le sport, dans la musique, dans la communication, dans la finance, bref, dans tous les domaines. Et petit à petit, je ne serais pas surpris qu'il y ait certains types de projets qui fonctionnent mieux que d'autres, comme par exemple ceux qui viennent des narratifs à la mode en ce moment. Que ce soit des projets blockchain sur la tokenisation d'actifs réels, RWA, comme il y a beaucoup de demandes, le fait d'attacher un token à un actif du monde réel, que ce soit les projets crypto en lien avec l'intelligence artificielle qui explosent dans le monde réel. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu une grosse actualité dans le monde de l'intelligence artificielle. Les actions de sociétés cotées en bourse qui sont dans l'intelligence artificielle ont pris de la valeur et BitTensor, ainsi que d'autres projets crypto, se sont appréciés au même moment, montrant qu'il y a bien d'autres grilles de lecture qui peuvent pousser certaines crypto-monnaies à la hausse, même si ça ne vient pas vraiment du marché des cryptos. Ou encore d'autres domaines comme la dépine. Ce que je veux vous dire par là, c'est que maintenant le marché est beaucoup plus large et il ne suffira plus juste d'être positionné sur une crypto-monnaie, mais bel et bien d'avoir essayé de répartir intelligemment son portefeuille sur les quelques tendances qui attirent le plus l'œil des investisseurs en ce moment. Et mon dernier point, et c'est l'un des plus importants je pense, c'est la condition globale du marché. On est en fin 2024, début 2025, on n'a pas de visibilité, même si la macro est en train de changer d'un point de vue financier, il y a également des guerres, des grosses incertitudes, des instabilités, et dans beaucoup de pays, un flou sur l'avenir politique, même si pour le coup ça devrait se préciser aux États-Unis d'ici quelques semaines. Rien à voir avec 2021. En 2021, on est dans le Covid. C'est-à-dire que tout le monde est chez soi. On se retrouve avec du temps, beaucoup de gens ont peur, cherchent à diversifier leurs finances et commencent à découvrir beaucoup d'autres moyens d'investir. Et quand je dis d'autres moyens, ça peut être l'immobilier, acheter des actions pour la première fois de leur vie ou encore investir dans les crypto-monnaies. Et c'était un énorme catalyseur. Parce que la peur a fait que dans un premier temps, Bitcoin a été touché l'un des plus bas et a revisité les 3 ou 4 000 $ à l'époque, avant de nous offrir la performance folle qu'il a fait en 2021 et en battant tous les records. La plupart des banques centrales du monde ont baissé leur taux d'intérêt pour permettre à tout le monde d'emprunter, à taux zéro, voire même à taux négatif dans certains pays. Et les États-Unis ont été jusqu'à mettre en pratique les concepts de Friedman, qui a été l'hélicoptère money, c'est-à-dire arroser tout le monde et distribuer du cash. Cash qui, en grande partie, a fini sur les marchés, les actifs à risque ou sur les crypto-monnaies, parce que quand on vient de vous donner du cash, soit vous avez un projet en tête avec cet argent, soit vous voulez l'investir, et à ce moment-là, quand c'est de l'argent qui tombe du ciel, pourquoi pas prendre un peu de risque? La situation est totalement différente. Il y a un point commun quand même, on n'a pas trop de visibilité, et généralement l'incertitude retire les capitaux, les investisseurs attendent d'avoir plus de visibilité pour se positionner, mais, et j'insiste bien là-dessus, la situation n'est pas du tout pareil. Même si les taux d'intérêt vont rebaisser, ils ne se dirigent pas vers zéro. Et la plupart des pays du monde n'ont pas besoin de réinjecter de la liquidité pour stimuler leur économie. Il se pourrait donc, avec un marché plus large et avec un peu moins de catalyseurs, qu'on ait certaines performances sur le marché des altcoins, mais que ce soit des performances qui sont un petit peu plus ciblées sur certains domaines, et pour le coup, des performances un petit peu moins folles à l'échelle globale du marché. Maintenant que j'ai bien précisé la différence qu'il y avait entre 2021 et aujourd'hui, quelques indicateurs qui pour le coup sont un peu plus pessimistes. On l'a beaucoup regardé, c'est souvent quand il y a de l'euphorie, quand tout le monde se jette sur les crypto-monnaies, et donc quand il y a le retail, le mass market, monsieur tout le monde qui s'intéresse aux crypto-monnaies, qu'il peut y avoir un vrai bull run. Et même en début d'année avec les ETF, c'est ce qui avait stimulé le marché, et c'est ce qui fait qu'il y avait tout le monde qui s'était réintéressé aux cryptos, avant de comprendre que ce serait plus éphémère que prévu. Pour ça, je vous donne quelques indicateurs qui sont très intéressants. Il y a évidemment les vues, l'audience qu'il y a sur les différents contenus et créations sur les réseaux sociaux, mais il y a des indicateurs beaucoup plus simples que vous pouvez suivre vous-même, comme par exemple le positionnement de l'application Coinbase sur les stores. Aujourd'hui, entre la 40 et 50e place, Coinbase est très souvent dans le top 5 quand tout le monde s'intéresse aux cryptos. J'ai travaillé ce sujet avec Vincent et il m'a donné pour vous un petit compte Twitter que vous pouvez suivre qui vous donne tout simplement la position de l'application Coinbase dans les stores américains. Comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui, c'est pas vraiment des applications crypto qui sont dans le top. C'est un bon indicateur à suivre, même si pour l'instant, il est plutôt pessimiste. Pareil, vous pouvez suivre sur Google le nombre de recherches qui ont été faites sur des mots comme Binance, Bitcoin, crypto-monnaie, blockchain, Coinbase, peu importe. Vous allez voir qu'il y a toujours quelques recherches, mais on est très loin de ce qu'on a connu en 2021 et on est même très loin de ce qu'on a connu en début d'année. Malgré tout, si vous voulez vous réconforter un peu,
peu. Souvenez-vous comme le premier trimestre de l'année était stimulant avec du vert partout et une hausse fulgurante des cryptos. Ce n'était que ça en fait. On était très loin de l'intérêt qu'il y avait eu en 2021. Bref, pour l'instant, et si on regarde des indicateurs beaucoup plus retail, on se rend compte que non, il n'y a pas encore d'alt season, ou en tout cas, on ne la voit pas venir pour le moment sur ces indicateurs. Le deuxième point, c'est la fragmentation. Il n'y a jamais eu autant de projets crypto qui se lancent. Tous les projets veulent lancer leur crypto-monnaie, puisque c'est ce qui va leur permettre également de se financer et d'avoir du cash pour développer leur initiative. Quand c'est pas directement un meme coin qui fait pumper un truc pour le tuer, alors que tout le monde a totalement conscience que ça n'avait pas d'avenir et que ça n'avait jamais prévu d'en avoir un. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est très loin du petit marché concentré de 2021 et encore plus loin du petit embryon de 2017. Je vous parle même pas de ce qu'il y a eu avant 2016, j'étais même pas là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de plus en plus de réseaux, de plus en plus de façons d'injecter de la liquidité via la finance traditionnelle, via des plateformes custodianes, via directement de l'achat direct on-chain, via certains réseaux qui sont pas connectés les uns avec les autres. On sait qu'on a encore des problèmes de cross-compatibilité, donc pour faire circuler la crypto-monnaie d'une blockchain A à une blockchain B. Bref, la liquidité va de plus en plus loin, plus en plus profonde dans différents réseaux, et c'est ce qui fait que ça devient beaucoup plus difficile d'avoir une hausse globale de tout cet écosystème. Parce qu'il y a toujours un réseau, un domaine, ou certains actifs qui ne profiteront pas d'une entrée de liquidité pour des raisons techniques, ou tout simplement parce qu'ils sont trop nombreux. À l'époque, il y avait un ou deux projets qui se battaient la première place sur la scalabilité, la rapidité, la décentralisation, les NFT, peu importe. Aujourd'hui, pour chaque besoin, vous pouvez trouver 5, 10 ou 15 projets qui essayent d'y répondre. Naturellement, la liquidité ne peut pas aller partout, et les investisseurs ayant des convictions vont choisir qui seront les gagnants, et donc naturellement, qui seront les perdants du prochain cycle. Autre point très intéressant, la grande majorité des projets qui sont nés en 2021 et 2022 sont morts à l'heure où je vous parle. Ce qui veut donc dire que ceux qui en ont tiré la première leçon, peut-être vous si vous étiez là en 2021, tous ceux qui ont gagné de l'argent parce qu'ils sont arrivés au bon endroit au bon moment et qui n'ont pas voulu vendre en pensant que ça allait continuer à monter, en pensant que les fondamentaux de leur projet justifiaient une aussi belle hausse. Ces personnes ont regretté de ne pas avoir vendu. Même si le projet est toujours en vie aujourd'hui, les gens ont compris que quand il y avait une valorisation qui était structurelle, qui venait d'un effet de mode de la blockchain, ça allait vite dans un sens comme dans l'autre. Et donc ils vont être encore plus méfiants sur ce cycle-là, et même s'il y a une hausse globale qui pourrait être assimilée à une alt season, beaucoup vont prendre des profits, beaucoup vont couper sec. Et l'une de mes lectures là-dessus, c'est que ça ne durera peut-être pas aussi longtemps que la précédente que nous avions eue en 2021. Le dernier point, c'est l'accumulation de projets en attente de lancement. Dans les 4 derniers mois, il y a eu énormément moins de lancements qu'en début d'année. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les marchés sont calmés en 2021, beaucoup de projets ont arrêté de lancer leurs tokens. Et il n'y a pas eu beaucoup de lancements en 2022 et 2023. Beaucoup de gens s'attendaient à avoir un meilleur moment. Soit ils lançaient leurs tokens s'ils n'avaient pas le choix financièrement, soit les projets qui avaient suffisamment de ressources financières ont attendu d'avoir plus de visibilité et d'essayer d'aller chercher début 2024, quand les crypto-monnaies repartent à la hausse, suite aux ETF Bitcoin et Ether. Beaucoup de gens pensent que ça y est, c'est reparti, le marché des cryptos se réveille, c'est le moment de lancer son projet. Et là, il y a eu énormément de tokens en très peu de temps. Mais comme le marché s'est calmé très vite, comme beaucoup se sont rendus compte que c'était éphémère, et comme beaucoup de personnes qui avaient lancé leurs tokens ont regretté et ont fait face à la dure réalité du marché, c'est-à-dire que quand le vent est de face et que le marché entier perd de la valeur, c'est très compliqué de performer et de s'imposer dans ces conditions, eh bien il y a beaucoup de projets qui étaient sur le point de lancer, qui ont mis en stand-by, qui attendent un marché plus clément, un meilleur moment, pourquoi pas fin 2024 ou début 2025 pour lancer leurs tokens. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est plus facile de lancer son token quand le marché reprend des couleurs, mais il y a une certitude, si vous êtes des centaines, des milliers, des dizaines de milliers à faire exactement la même chose, quand la liquidité va arriver, tout le monde va se lancer d'un coup et ça va diluer ces nouveaux flux entrants. Je parlais à d'autres institutions ou créateurs qui ont l'habitude de prendre des parts dans ce genre de projet et qui expliquaient avoir un problème de liquidité puisqu'une grosse partie de leur liquidité qui est faite pour investir et qui est censée, particulièrement dans le monde de la crypto-monnaie, être liquide, c'est-à-dire très rapidement être capable de récupérer une partie de son investissement ou d'obtenir un premier décaissement des tokens que l'on a achetés, se retrouve un peu au ralenti. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi massivement dans des projets qui levaient des fonds en Q1 ou Q2 2024 et attendent maintenant que les tokens soient lancés pour essayer de récupérer un peu de liquidité et prendre de nouvelles participations. Même s'il y a une alt season et que le marché repart, il risque donc d'y avoir une pression vendeuse un peu plus forte au départ et surtout beaucoup plus de projets et donc un peu de dilution car en face de toute cette demande, il y aura énormément d'offres. Bref, vous retrouverez en description énormément de ces indicateurs, qu'ils soient bullish ou bearish, peu importe. Ce sont ceux qui regardent au bon endroit, qui vont voir les plus gros renversements de situation, et quand on a un suffisamment gros faisceau d'indices et qu'on voit qu'ils commencent tous à tourner dans la même direction, ça permet de se positionner intelligemment, en tout cas en connaissance de cause, et avec de vraies convictions. Ça ne suffit pas toujours évidemment, mais c'est toujours bien plus intéressant que ceux qui y vont un petit peu à la volée et qui essayent simplement d'être là au bon endroit au bon moment, même sans trop savoir comment faire. Je pense que cette vidéo est assez longue et surtout, si vous avez des arguments contre ou pour justement une alt season, voire même des nuances
nuance avec 2021, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je mettrai des likes et je remonterai les commentaires les plus pertinents pour que ça vienne toujours compléter et détailler encore plus mon sujet. Globalement, vous le savez bien, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je ne vois pas l'avenir, mais je trouvais ça très intéressant de vous dire qu'est-ce que moi je regarde et quels sont les indicateurs les plus suivis qui viennent au contraire donner des signaux positifs ou négatifs et qui permettent pour le coup de se forger son propre avis sur ce que le marché peut offrir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, c'est le plus important pour moi. Certains regardent le nombre de vues, d'autres regardent le nombre d'heures. Moi je regarde combien de personnes m'ont découvert et se sont abonnés à ma chaîne quand j'ai créé un contenu. Bref, c'est un petit clic, c'est gratuit et ça vous enverra une petite notification quand je sortirai un prochain contenu sur les cryptos. J'espère que ça vous a plu, c'était Asher et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir!